Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la façon dont nous, on remarque que le social media est en train de changer de place, et même la façon d'envisager le social media est en train de changer dans les entreprises, chez nos clients, et depuis pas très très longtemps. Alors évidemment, ce qui change, et à la base de cette transformation, c'est d'abord la massification du social media. On voit qu'aujourd'hui, ça concerne 2,7 milliards de gens, et donc 2,4 qui sont actifs sur les réseaux sociaux. Donc évidemment, c'est énorme, c'est presque la moitié, disons un bon tiers de l'humanité, et en tout cas plus de la moitié des Français. Donc cette croissance exponentielle, évidemment, ça change beaucoup la donne pour nos clients. Et on le voit aussi, alors ça on le voit dans une grande enquête qu'on réalise chaque année pour aider nos clients à les accompagner dans leur stratégie, c'est l'impact en fait que ça peut avoir, parce que presque la moitié en fait, des internautes aujourd'hui se connectent aux marques, engagent avec les marques via les réseaux sociaux. Et puis en même temps, un bon tiers en fait, va s'adresser aussi au service client de ces marques via les réseaux sociaux. Et puis presque un quart utilise aussi les réseaux sociaux directement dans leur acte d'achat. Donc on voit qu'en fait pour les marques, ça concerne aussi bien, ça touche aussi bien leur construction, la construction de leur marque, que leur service client, que aussi tout ce qui est conversion et achat et e-commerce évidemment. Donc nous, ce qu'on voit, c'est que le social media, au début, c'était un petit territoire à côté, et puis c'était un territoire qui était surtout vu sous l'angle de la menace, du risque, et donc c'était l'e-réputation que l'on monitorait, avec notamment l'émergence de ce nouveau job, il y a une petite dizaine d'années, les community managers. Et on voit aujourd'hui qu'en fait, le social media, ça touche tout le monde. Ça va toucher le directeur de la marque, le directeur marketing, ça va toucher aussi le directeur de l'innovation, le directeur de la relation client, voire le DRH. Et ça aussi, ça change beaucoup de choses pour nous, et en termes de nous, en tant que market researcher, et la façon dont, justement, on va prendre en charge les études et le suivi du social media. On n'est plus du tout dans la description de ce qui est en train de se passer, un petit peu le reportage de tout ce qui est en train de se passer et la veille. Là, on va vraiment être à la recherche en fait de l'insight, celui qui va vraiment correspondre aux besoins de nos clients pour qu'ils puissent prendre ces décisions. Alors, c'est l'insight, et puis c'est aussi souvent, alors un peu comme chercher Charlie, ça va être le consommateur ou la communauté de consommateurs qui va être extrêmement importante à adresser pour nos clients. Alors, en tant que researcher, nous, ça change aussi deux choses. Alors, dans une dimension verticale, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus exigeant dans la façon dont on va traiter cette masse de data de plus en plus importante. Donc, d'abord, en termes de sourcing, en termes de data processing, qu'est-ce qu'on va faire des données, comment les structurer, c'est devenu beaucoup plus exigeant. C'est vrai qu'on a dépassé le listening avec quelques KPI pour aller maintenant vers un traitement de la data de plus en plus exigeant. Et puis surtout, comme justement, ça n'est plus en silo, ça n'est plus un territoire pris en charge par des professionnels seulement du digital, mais que ça impacte aussi les autres métiers dans les entreprises, du tout, c'est une data. Et une data, c'est un moyen, et ça doit être mis aussi en relation avec les autres data de l'entreprise pour pouvoir prendre les bonnes décisions. La data, c'est un moyen, et la décision, c'est vraiment la fin. Et donc, ça veut dire que, justement, l'intérêt, ça va être de pouvoir mettre en relation les social data avec les data plus traditionnelles issues des surveys, des sondages que nous effectuons, mais aussi du search, mais aussi du CRM, mais aussi de tout ce qui est third party data. Donc il y a ces deux dimensions-là. Et concrètement, alors par exemple, quand il s'agit de la recherche d'insight, ça veut dire que, par exemple, là, on a pris 6 semaines de contenu sur un de nos clients, British Airways, et puis sur 6 semaines, il y avait 127 000 mentions de la marque British Airways, mais notre client chez British Airways, c'était justement la relation avec la relation client. Et donc, ce qui l'intéressait, c'était de travailler, en fait, à l'optimisation de ces touchpoints. Et là, en fait, de 127 000 mentions, on est passé à 46 000 qui concernent l'expérience client, et puis 34 000 qui concernent vraiment les touchpoints. Et ensuite, on a structuré par rapport à ces touchpoints. Donc, on voit que de la masse de data, on va être extraire. Et là encore, il y en avait beaucoup. Mais parfois, il y en a très, très peu. Et ce qui va être relevant, justement, c'est de trouver ces petites data, mais cette smart data qui va vraiment être efficace pour nos clients.
Ça peut être en termes de contenu, mais ça peut être aussi en termes de profil. C'est-à-dire qu'on suit les influenceurs, on en a beaucoup parlé ce matin, on suit les influenceurs dans des tribus de sujets ou des tribus de caractéristiques de ces personnalités. Et donc là, ce qui est important pour nos clients, c'est de savoir directement qui. Donc là, par exemple, c'est l'exemple un peu macro, je ne vais pas trop zoomer, mais d'une crise de l'alimentaire. Et donc c'est parti évidemment des consommateurs. Et on voit que cette crise, elle va s'étendre à d'autres tribus, des tribus plus finances, plus économiques, etc., que la crise devient en fait corporate. Et ce qui est intéressant, c'est de voir concrètement derrière qu'est-ce qui se passe, quelles sont les cibles qui vont vraiment être intéressantes à adresser, de quoi elles parlent, elles échangent sur quoi, pour pouvoir justement ensuite s'adresser aussi à elles avec les bons arguments qu'on aura étudiés. Alors ça, c'était pour la manière un peu différente de traiter de la data sociale. Après, la mise en relation de cette data avec les autres types de données. Ça, c'est une expérience, je continue sur British Airways. Donc là, par exemple, à gauche, ce que vous voyez, c'est le mapping, alors vous ne voyez pas en tout petit, désolé, mais le mapping de la customer journey de British Airways, depuis la recherche jusqu'au booking, jusqu'au contrôle des passeports, au vol, etc. Ce qui est intéressant, alors là, vous voyez en bleu, c'est le volume en fait, des postes sur British Airways qui concernent en fait, ces touchpoints dans la Customer Journey. Le pic, c'est évidemment les retards. C'est tout ce qui est horaire et retard. Et là, évidemment, ça fait beaucoup de bruit. Vous voyez, en vert, c'est plutôt les commentaires positifs. En bleu, c'est plutôt les commentaires négatifs. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que, justement, on a un volume qui est très important, un volume de commentaires négatifs qui est très important, mais si on rapproche cette data des enquêtes de cadrage que l'on fait plus globalement sur la satisfaction et l'impact que ça peut avoir, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de commentaires, mais est-ce que ça va avoir un vrai impact dans la relation client? Et là, en fait, quand on rapproche ces social data de nos data traditionnelles, c'est ce qu'on voit au milieu, on voit que, effectivement, il y a beaucoup de bruit, mais qu'en termes d'impact sur la relation client, c'est à peu près autant que, par exemple, Food and Drinks, sur lequel il y a beaucoup moins de commentaires, mais qui a un impact énorme. Et quand on va re-regarder ensuite dans le social media, on s'aperçoit, ce qui a permis à British Airways de modifier ses menus, que en fait, les menus végétaliens de British Airways, que pour le coup, on ne pouvait pas saisir dans les enquêtes traditionnelles, en fait, ils comportaient du lait. Et donc ça, c'était un vrai problème, par exemple. Donc on voit là qu'en mixant en fait, les social data avec les data classiques, ça permet de pondérer les faits, pas seulement adresser en fait, les pics de volume, mais d'adresser ce qui va avoir un véritable impact sur la relation client. Alors, autre exemple, social data, utiliser les social data, ça permet aussi de pouvoir anticiper. Alors avant, ce qu'on faisait avec les études traditionnelles en termes de pilotage de marque, c'était des trackers assez lourds, il faut bien le dire, qui du coup ne pouvaient pas être menés toujours en continu. Et en général, en fait, on se posait la question de monitorer sa marque, on interrogeait les gens sur ce qu'ils avaient fait en semaine 3, puis on donnait les résultats à nos clients en semaine 9. Avec le social data, on peut procéder différemment. Et l'intérêt, c'est de pouvoir, en fait, en semaine 3, être en mesure de leur donner en fait, les bons KPI sur leur marque à l'avance. Et ça, c'est des procédés que maintenant on utilise avec nos clients, c'est-à-dire que les trackers de marque ont complètement changé de design. On va avoir une colonne vertébrale, en fait, grâce aux social media qu'on aura modélisé avant. On continue quand même de faire des études classiques pour caler en fait, cette colonne vertébrale, et puis de temps en temps, on va pouvoir approfondir. Mais ça permet à la fois d'alléger nos sondages traditionnels, ça permet d'être beaucoup plus réactif, d'être en continu, et même prédictif pour nos clients. Et on peut ajouter parfois une troisième couche de data, qui est la data des sales, c'est-à-dire des ventes, et là d'être prédictif aussi sur les ventes. Alors évidemment, quand on allie social data, data classique et autres data, données de vente, là, pour le coup, on utilise beaucoup plus de modélisation, et c'est des expérimentations qu'on a déjà menées, qu'on a éprouvées déjà auprès de nombreuses marques. Pardon. Alors ça, c'était pour l'insight. En termes d'activation, le social media est très intéressant et on voit émerger de plus en plus, évidemment, tout ce qui est marketing programmatique. Ça, vous le voyez vous-même dans votre vie quotidienne de consommateur. Vous êtes targeté, retargeté dès que vous êtes sur les médias sociaux. Le problème, c'est que souvent, on est targeté trop tard,
et dans un univers pour les marques qui est très concurrentiel. Et donc finalement, nous, ce qu'on observe, c'est que la publicité programmatique ciblée aujourd'hui, la plupart du temps, elle est en fait assez mal mise en œuvre, et il y a une forme de perte d'efficacité. Même je suis sûre que vous avez déjà été assez retargeté sauvagement avec quelque chose que vous veniez d'acheter. Et c'est la publicité programmatique, en fait, le marketing programmatique est souvent basé sur deux comportements qui sont l'achat, d'où le fait que vous avez été targeté avec des choses que vous veniez d'acheter, ce qui n'est pas très opportun, ou alors le search. Et toujours dans notre grande enquête Connected Life, ce dont on s'aperçoit, c'est que quand ils font leurs recherches, la moitié des consommateurs savent déjà en fait quelle marque ils vont acheter. Parce qu'on sait qu'évidemment les déterminants d'un choix d'une marque qui se fait sur des perceptions et sur des facteurs de marché, ces perceptions, cette désirabilité d'une marque, en fait, elle se construit beaucoup plus en amont. Et c'est pour ça que je pense qu'on va de plus en plus aller, et en tout cas nous on y travaille, sur un ciblage, une segmentation des clients beaucoup plus en amont que seulement sur leur search ou leur achat en aval de leur comportement. Ça, c'est un exemple, par exemple, d'une offre, en tout cas d'une étude qu'on a menée pour Holiday Inn, où justement on a fait une segmentation, alors très très classique, pour le coup on peut le faire avec du social media, là on l'a fait avec des surveys, donc un sondage classique, à base duquel en fait on a réussi à isoler, en segmentant les clients, ceux qui pouvaient être intéressés par la marque mais n'avaient pas encore été consommateurs. Alors c'est un petit peu plus raffiné que la façon dont je vous le dis là, mais sur cette base-là, on avait une quarantaine en fait, de consommateurs. Et on a mis en fait ces consommateurs dans une DMP, qui est un des d'autres pratiques de plus en plus répandues. Donc une DMP qui a permis en fait de leur trouver des jumeaux, mais sur la base de millions de personnes. Et donc c'est à ces jumeaux de cette population ciblée très très en amont qu'on a adressé des publicités pour Holiday Inn. Et les ventes online ont, comme vous pouvez le voir, explosé. Donc voilà, le petit message, c'est peut-être segmenter et penser à adresser le consommateur, en tout cas beaucoup plus en amont, sur du behavioral, sur des comportements certes, mais aussi sur des attitudes, les deux à la fois, et pas seulement les comportements en fin de chaîne. Alors la deuxième chose, parce qu'on parle beaucoup de contenu aussi, là c'était plutôt sur les cibles et le timing, mais quand on parle de contenu, on a toujours aussi ce débat récurrent sur les ad bloqueurs. Et c'est vrai que nous, ce qu'on voit en tout cas dans nos études comme Connected Life, c'est que les consommateurs, ils ont encore plus de temps dédié aux médias, différents types de médias, de plus en plus et massivement online, et ils ont toujours autant envie, voire plus envie encore d'engager avec les marques ou même les institutions. Mais la réponse qui leur est faite, souvent, ne les satisfait pas. Donc pour nous, c'est vrai que les adblockers, c'est un petit peu un faux problème. Si là encore, on arrive à segmenter très en amont et à pouvoir personnaliser en fait, les messages et le contenu qu'on adresse, là, on va vraiment toucher sa cible. Il y a un échange de valeurs, en fait. Maintenant, le consommateur ou le citoyen, d'ailleurs, il donne à la fois du temps, de l'attention, et on sait que cette attention est de plus en plus précieuse parce qu'il est hyper sollicité. Il va donner du temps, de l'attention. Il va aussi donner ses données personnelles, souvent. Ça, c'est un échange de valeurs. En donnant ça, il attend quelque chose qui va vraiment lui correspondre, quelque chose qui va être extrêmement en lien avec ses propres besoins. Donc ça veut dire personnaliser les messages. Et ça veut dire personnaliser les messages en fonction évidemment du consommateur. Là, c'est un exemple à base évidemment de social media, mais quand on regarde en fait la communauté des gens qui parlent de Pepsi, on va trouver des fans de basket, des fans de Beyoncé, des fans des gameuses, même pas des gamers mais des gameuses, des fans de musique ou de Justin Bieber. Justement, si on s'adresse en fait à ces différents sous-communautés avec des messages qui utilisent en fait et qui viennent nourrir leur discussion, eh bien on sera beaucoup plus pertinent. Toujours en pensant, évidemment, et on en a parlé déjà ce matin, mais toujours en pensant à l'amplification. C'est-à-dire qu'on l'a très bien vu dans l'exemple avec Anya, je crois, qui était la blogueuse influente ce matin. C'était intéressant de voir qu'en fait, elle va aussi beaucoup plus utiliser le contenu pour son propre personal branding. Et toujours penser qu'en fait, le contenu que vous allez adresser va être d'autant mieux
portée et répliquée par les individus eux-mêmes. Et donc penser cette amplification avec un contenu, on a entendu au moins 4-5 fois authentique ce matin, effectivement, il y a la question de l'authenticité, la question de la transparence, la question, mais toujours savoir en termes de contenu si c'est informationnel, si c'est du divertissement ou autre chose que cherchent les gens et comment ils vont pouvoir en fait le répliquer. Et en gros, en fait, le message, c'est vrai que c'est passer plus de temps en amont à être attentif à son consommateur qu'en aval à chercher l'attention à sa marque. Et je pense que c'était aussi une partie des messages, des échanges de ce matin. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Guénaëlle. Tu as parlé en première mi-temps d'expérience client et de relations consommateurs. Du coup, je vais appeler Vanessa et Olivier Arnoux de...